Alors, on va poursuivre notre discussion concernant l'utilisation des lames d'onde et la visualisation d'un processus interférentiel basé sur des effets de biréfringence. Alors, ce qu'on a vu précédemment, c'est que si on insérait une lame d'onde entre un analyseur et un polariseur et qu'on mettait cette lame d'onde au niveau des axes neutres à 45 degrés la direction donnée par le polarisateur initial, eh bien on observait une figure d'interférence à deux ondes qui pouvait aussi s'exprimer en fonction de la longueur d'onde, et dans ce cas-là, ce qu'on avait, c'était certaines longueurs d'onde qui pouvaient être fortement atténuées, alors que d'autres passaient sans subir d'atténuation. On observait un spectre cannelé, et qui dit certaines longueurs d'onde qui disparaissent, va aussi signifier qu'on va avoir des changements au niveau de la teinte. Donc si on ne disperse pas les couleurs, ce qu'on va voir, c'est à l'œil nu la teinte qui change. Et voici un exemple. Alors sur cette petite figure, c'est quelque chose de très simple, c'est juste des morceaux de scotch qui ont été collés sur une plaque transparente. Le scotch a une certaine biréfringence en raison des contraintes, et quand on va avoir plusieurs couches qui vont superposer de scotch, on va avoir des changements de teinte, on va avoir toute une gamme comme ça de teintes qui va apparaître. Alors pourquoi deux images de la même photo? C'est parce que dans un cas, on a pris le polariseur et l'analyseur qui sont parallèles, dans l'autre cas, on a pris le polariseur et l'analyseur qui sont perpendiculaires. Ce qui va faire, c'est les changements de teinte qu'on observe. On voit que par exemple, les zones blanches sur l'une des photos deviennent noires sur l'autre. Donc ici, on a une belle illustration qui est très simple à faire de ce phénomène de biréfringence et de changement de couleur qui est introduit par différentes épaisseurs ici de scotch. Alors, il y a des personnes qui ont essayé de quantifier ça de manière plus précise, et on a des échelles de couleurs qui sont apparues. Donc voici un exemple de ces échelles de couleurs. On a deux colonnes. Une colonne qui correspond au cas où on est dans une configuration, on a choisi de travailler avec un polariseur et un analyseur qui ont la même direction, et puis une autre colonne où le polariseur et l'analyseur ont des directions qui sont perpendiculaires. Alors, toutes ces couleurs, eh bien, on les attribue à une certaine différence de marche, un certain delta, et on voit ainsi delta dans cette échelle qui peut varier de 0 nanomètres jusqu'à plus de 1,5 micron. Alors, il y a aussi la distinction entre les différents ordres. Ici, les ordres, ça correspond au moment où cette différence de marche devient supérieure à un entier qui apparaît lorsqu'on fait les différents calculs. Alors, c'est beaucoup plus simple, plutôt que de se baser sur les noms des couleurs, d'utiliser une échelle de teinte. Et là, c'est une échelle de teinte qui est largement employée, c'est l'échelle de teinte de Michel et Lévy, qu'on a en fait dès qu'on a une interférence à deux ondes. Donc ici, ce n'est pas forcément une nécessité absolue d'avoir un processus qui est basé sur la biréfringence. Deux ondes scalaires qui interagissent donneraient le même type de résultat. Donc cette échelle de couleurs, on aurait pu aussi l'utiliser pour expliquer par exemple les couleurs sur un film fin, les couleurs interférentielles qu'on observe. Alors, on va essayer de comprendre un petit peu cette échelle de Michel et Lévy dans le cas d'utilisation d'un élément biréfringent. Alors, comment elle est composée, cette échelle? Alors, ici, c'est l'échelle qu'on utilise dans le cas où on a le polariseur et l'analyseur qui sont croisés. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a plusieurs échelles. On a sur l'axe horizontal, en bas, la différence de marche optique. C'est elle, en fait, qui donne la teinte qu'on observe. Ce qu'on a sur l'échelle verticale, c'est l'épaisseur physique de la lame qu'on va étudier.
Et puis l'autre échelle qu'on a horizontalement en haut, c'est la biréfringence du matériau qu'on étudie. Alors, comment on peut tirer des informations de ce type de graphique? Eh bien, on imagine qu'on observe un élément au microscope. Je ne sais pas si vous avez repéré dans la transparent précédent, ici, ce graphique il est fourni par un des plus grands fabricants de microscopes, qu'est Zeiss. Donc, on regarde l'échantillon qu'on veut analyser au microscope et on repère assez précisément. Donc, par exemple, jaune. Donc ça va nous fixer la différence de marche optique. Après, par exemple, on connaît, à travers la polisseuse qu'on a employée, l'épaisseur physique de la lame qu'on analyse. Donc si par exemple c'est 40 microns, eh bien on trace un trait à 40 microns. Donc ça va nous faire un croisement, et on va prolonger ce croisement, on va regarder la ligne qui passe par ce point de croisement. Et ça va nous indiquer la biréfringence du matériau. Et à partir de cette biréfringence, on va avoir une idée du matériau qui compose l'échantillon qu'on regarde. Donc là, il y a une manière visuelle pour trouver quelques informations sur les matériaux qui sont utilisés, qui sont visualisés. Donc du coup, c'est très utilisé notamment pour étudier des échantillons de roches. Ça permet de voir les différents composants des échantillons, des minéraux qui sont analysés et leur configuration. Là, c'est plutôt pour analyser un composé métallique, et on voit bien ici les différentes zones qui ont des morphologies différentes, donc extrêmement intéressant ici d'utiliser ce type d'analyse. Alors il y a une autre utilisation qui peut être faite. Ici, c'est pas forcément en lumière blanche, donc on ne va pas utiliser les couleurs. Ce qui va être utilisé, c'est le processus d'interférence et le fait que suivant la biréfringence qu'on a, eh bien, on va avoir une différence de marche qui va changer et donc une intensité lumineuse qui va changer. Donc ça va donner, comme tout processus d'interférence, des franges qui vont être caractéristiques des changements de différence de marche qu'on a lors de la traversée du matériau. Alors ce qui est très intéressant, c'est que beaucoup de matériaux, quand on applique une contrainte sur ce matériau, eh bien, la contrainte se traduit par un changement de l'indice optique. Donc, on va créer un changement de l'indice optique qui va dépendre de la contrainte appliquée, de sa direction, donc qui sera anisotrope. Donc, il y aura des directions dans lesquelles l'indice va varier de manière différente. Ça va créer une biréfringence, ce qui va créer différentes franges. Et là, c'est l'exemple d'une pression qui est appliquée sur une poutre transparente, et on voit très bien que en haut la déformation est plus faible qu'en bas. En bas, on a appliqué une pression, une contrainte qui est beaucoup plus forte, donc ça crée plus de tension au niveau du matériau, ça crée plus une biréfringence plus élevée, et ça on le visualise directement à travers le processus d'interférence. Donc ça, c'est extrêmement utile en mécanique pour voir des contraintes sur des matériaux. Et par exemple, des cabinets d'architectes faisaient des maquettes des différents systèmes qu'ils voulaient mettre en place, et pour visualiser les contraintes, ils utilisaient des matériaux transparents, et ça leur permettrait directement de voir les points où on a le maximum de contraintes. Là, c'est l'exemple. Alors là, on réutilise de nouveau une lumière blanche d'un matériau plastique, et on voit clairement les points où on a des contraintes. Ça correspond aux points où on a le plus d'irisation. Donc là, c'est au niveau de l'angle, quand on est vers un angle de 0, que le plastique a subi des contraintes maximales. Alors là, c'est une photo d'Aguerris sur l'eau où on voit bien les contraintes qui sont appliquées, qui correspondent eh bien, au poids
du guéris qui se répartit de manière différente. Et enfin, pour terminer, ici c'est une petite cocotte en papier qui est initialement totalement transparente. Et si on lui applique, si on l'éclaire par une lumière polarisée et si on la regarde à travers le polariseur, eh bien on voit d'autres teintes apparaître qui correspondent à différentes contraintes qui sont appliquées sur le film plastique. Et avec ça, eh bien on peut faire des belles images avec des teintes un petit peu mystérieuses qu'on pourrait facilement relier à l'échelle de Michel et Lévy. Et par exemple, pour l'image centrale en haut, c'est des morceaux de scotch qui sont appliqués sur une bouteille de verre circulaire. Et les changements de couleur, dans ce cas-là, il faut aussi prendre en compte le fait que dans le chemin optique, on a un angle qui va varier en fonction de la position parce qu'on est sur un support, dans ce cas-là, qui est cylindrique. Donc voilà pour ces quelques illustrations assez visuelles de ce phénomène de biréfringence qui va donner des couleurs différentes qui peuvent être très utiles comme moyen d'analyse et qui va aussi permettre de remonter à des contraintes, parce que le phénomène optique, ça ne dépend pas uniquement du champ magnétique, ça c'est l'effet Faraday, ça ne dépend pas uniquement d'un champ électrique externe, ça c'était les effets électro-optiques, ça peut aussi dépendre de contraintes mécaniques qu'on applique.